On va faire une présentation à deux voix. Donc voilà, on est depuis longtemps avec Meriem en interaction vraiment très forte, tant sur le plan clinique, fondamental ou réglementaire. Aussi, il y a des aspects réglementaires qui sont légèrement abordés dans la présentation. Donc avec un vrai impact sociétal, on espère en tout cas sur le long terme, sur un sujet qui curieusement a été relativement négligé, qui est la progression métastatique du cancer du sein dans le domaine environnemental. Et vous allez voir que c'est un rôle très très important. Myriam va vous en parler parce que voilà, les cancers du sein sont des pathologies très répandues malheureusement, mais la mortalité qui leur est associée est très spécifique à une forme de cancer du sein. Et curieusement, c'est rarement évoqué, en tout cas d'un point de vue médiatique et d'un point de vue parfois environnemental, en lien avec cette spécificité. Donc la présentation, elle sera divisée en quatre phases. La première phase, une très courte introduction, puis je céderai la parole à Myriam, sur donc les effets des contaminants environnementaux dans l'agressivité tumorale, mais je vais vous faire une introduction sur la recherche en santé environnementale dans un premier temps. Alors, quelques définitions et généralités. De quoi parle-t-on lorsqu'on parle d'environnement? On peut avoir plusieurs définitions. Une définition qui est très large, c'est tout ce qui n'est pas génétique. Donc, typiquement, l'alimentation, prendre un café, c'est de l'environnement. Fumer de manière active, prendre de l'alcool, aller prendre une bière, par exemple, c'est de l'environnement. C'est pas génétique. Après, il y a une définition plus restrictive, c'est essentiellement tout ce qui est subi. Et dans ce cadre-là, on peut parler de la pollution de l'air intérieur, de la pollution atmosphérique, du tabagisme passif, de la contamination environnementale qui peut être présente dans le café avec des pesticides qu'on n'a pas nécessairement voulu ingérer. Selon la définition, évidemment, la part de l'environnement en pathologie va changer considérablement. Je pense que tout le monde en est conscient. Donc, évidemment, ce qui nous intéresse, nous, c'est tout de même ce à quoi on est exposé et de manière involontaire. Et on pourrait se dire, bah, du coup, ça restreint beaucoup le champ. Et malgré cette restriction, il y a énormément d'agents qui demeurent des agents qui sont susceptibles d'induire des pathologies. On parle donc d'agents pathogènes divers. Alors évidemment, quand on parle d'agents pathogènes, on pense à bactéries, virus, les agents biologiques, mais il y a aussi tous les agents physiques, les ultraviolets, cancer de la peau, la température, ce sera un vrai sujet dans les années à venir, je pense que vous en êtes tous conscients, toutes et tous conscients, pardon, les particules, le bruit, qui est souvent négligé dans les approches environnementales, et puis évidemment les agents chimiques auxquels on est exposé, et les agents chimiques de nature anthropique, créés par l'homme, par l'être humain en général, c'est plus de 100 000 molécules, dont des hydrocarbures, dont des amines, des pesticides, des métaux lourds, l'amiante, des nanomatériaux, avec des familles chimiques qui vous sont présentées par exemple à droite de la diapositive, des produits qui sont totalement synthétisés involontairement, les dioxines, des produits qui sont synthétisés par nos modes de vie, la cuisson des aliments, le benzoapyrène, la fumée de cigarette quand on fume une cigarette ou quand on la subit par tabagisme passif, les pesticides comme le boscalide, qui est un inhibiteur de la succinate déshydrogénase. Leur devenir va évidemment être très dépendant de leurs propriétés intrinsèques, mais aussi de la manière dont on va les gérer, dont on va les absorber, dont ils vont se distribuer, dont on va les métaboliser, les biotransformer, et puis également les éliminer. Ces trois derniers paramètres constituent ce qu'on appelle l'ADME, qui est un enjeu constant lorsqu'on parle d'un polluant au niveau réglementaire. Absorption, distribution, métabolisme et excrétion. La grande surprise à laquelle on est confronté lorsqu'on commence à faire de la toxicologie, c'est qu'on n'est pas surpris qu'il y ait beaucoup de molécules, 100 000. On est très surpris du fait que les risques et du coup les expositions et les dangers associés à ces molécules sont très mal connus pour 70 000 molécules, soit 70%. C'est souvent l'image qu'on représente en fait de l'iceberg, une partie immergée, une partie émergée. La partie qui est très bien connue, c'est à peu près 500 molécules, dont les dangers, dont les expositions sont connues, et donc du coup, dont les risques sont connus. On pourra revenir sur la notion de risque et de danger qui parfois n'est pas très bien maîtrisée. Pourquoi est-ce que c'est si important? Eh bien parce que cette pollution a un impact sur la santé qui est démontré par cette publication et un extrait graphique de cette publication du Lancet en 2018 montrant que la pollution, il suffit de regarder l'histogramme de gauche et la barre de gauche, est responsable d'environ maintenant
à l'époque 9 millions de morts, mais à peu près 10 millions de morts par an, avec un impact évidemment majeur de certains items comme le tabac, mais aussi d'agents infectieux. Et puis, comparativement à ça, il est toujours bon de rappeler que voilà, d'autres items comme le terrorisme ou les accidents de la route, c'est bien, bien inférieur à cet item de la pollution. Évidemment, l'impact sociétal n'est pas le même d'un point de vue médiatique, et c'est sûrement pour ça qu'aussi certains items qui sont moins représentés pourtant ici sont surreprésentés et affectent les populations dans leur manière d'appréhender les risques environnementaux. Alors, de quelle pathologie chronique parle-t-on? En fait, de manière assez intéressante, pour à peu près la moitié des agents pathogènes, pardon, la moitié des maladies chroniques, on ne connaît pas les facteurs de risque. Pour le cancer du sein, on est à peu près sur à peu près 50%. 50% pour lesquels on ne sait pas pourquoi un cancer du sein survient. Ce qui devient de plus en plus préoccupant tout de même, et Myriam en parlera, c'est que les cancers du sein surviennent de plus en plus jeunes maintenant, et il y a une surreprésentation maintenant par rapport à il y a quelques années de ces pathologies chez les personnes de moins de 50 ans. La contribution des différents agents pathogènes aux maladies chroniques, elle est représentée par l'histogramme de gauche, avec une large part en rouge qui est inconnue, et ensuite tout un tas de facteurs, l'alcool, une glycémie qui est élevée, le tabagisme, passif ou actif, les particules atmosphériques, c'est un vrai enjeu, les particules, impliquées dans tout un tas de pathologies. Et les pathologies dont on parle, ce sont par exemple des cancers hormonaux ou non hormonaux dépendants, des altérations de la fertilité, la perturbation endocrinienne, des maladies neurologiques. On sait par exemple l'hyperactivité en France, c'est 7% des enfants à la naissance, c'est loin d'être négligeable. Des pathologies de type obésité, donc des maladies métaboliques, la maladie chronique du foie. Le foie gras, c'est à peu près 25% de la population en France non diagnostiquée parce que camouflée. À propos de pathologies qui sont aussi métaboliques et endocriniennes, l'endométriose, on vient juste d'en parler avec la présentation de Renata et ce projet qu'a obtenu donc Myriam, et puis des maladies cardiovasculaires, respiratoires, parfois qui sont incorrectement diagnostiquées chez les femmes par rapport aux hommes. On sait que par exemple les accidents cardiaques, c'est très surreprésenté en prévention chez les hommes par rapport aux femmes. Et puis des maladies auto-immunes et des maladies du développement, voilà, dont je viens juste de parler. C'est l'exemple de l'ADHD. Parmi ces pathologies, le cancer du sein. Maintenant, je cède la parole à Myriam. Merci beaucoup pour l'organisation, Renata, de cette journée et pour ton intérêt pour ce projet de recherche. Donc, moi, je suis chirurgienne gynécologue à l'hôpital Georges Pompidou. Le cancer du sein, c'est un vrai problème de santé publique. Donc, on a plus de 68 000 cas maintenant, et pas 62 000 comme sur la diapo avec les derniers chiffres 2022. C'est la première cause de cancer chez la femme et c'est aussi la première cause de mortalité, avec quand même 12 000 femmes qui meurent tous les ans de cancer du sein, même si globalement c'est un cancer qui se traite bien. Il y a quand même cette sous-population qui va échapper aux différents traitements et qui va, après un certain nombre de lignes de traitement, va devenir résistante à tous les traitements et donc ça va être une maladie qui est fatale. Et le cancer du sein est diagnostiqué en moyenne à 63 ans, mais on a l'âge qui est en train d'un peu diminuer et on a à peu près 20% des patientes qui ont moins de 50 ans. Ce qui pose quand même des questions et des interrogations. D'abord parce que ces patients ne sont pas concernés par le dépistage, généralisé en tout cas en France, et aussi parce que ce sont des patients chez qui on ne retrouve pas forcément les facteurs de risque classiques tels que la prise de traitement hormonal de la ménopause ou d'autres facteurs qui sont bien identifiés. Les chiffres en termes d'incidence, on est à peu près à quand même une femme sur 8, on se rapproche d'une femme sur 7, et on sait que la France, et notamment Paris, on a des taux qui sont en train d'augmenter, avec une augmentation de plus de 100% sur les 30 dernières années, et sur des projections, on sera à Paris la ville, en Île-de-France, en 2045, selon une projection, avec le plus fort taux d'incidence de cancer du sein. Donc, ce que je vous disais, c'est que si le pronostic est globalement bon, avec une survie globale, tout stade confondu à 88%, quand on a des métastases à distance au diagnostic, une survie qui diminue drastiquement. Et le cancer du sein métastatique, c'est quand même 5% des patientes au diagnostic, 20 à 30% des récidives qui sont d'emblée métastatiques et pas des récidives locales. Et quand on a métastase, c'est que c'est parti ailleurs et que c'est beaucoup plus difficile à traiter. La médiane de survie dans les cas métastatiques, c'est 3 ans.
Et donc, nous, on s'est posé la question du rôle des polluants environnementaux. Alors, il y a beaucoup de données dans la littérature qui interrogent le lien entre les facteurs environnementaux, notamment les polluants et les polluants chimiques, et l'incidence de cancer du sein, avec des niveaux de preuve qui sont de plus en plus importants. Mais il y a peu d'études qui s'intéressent aux risques sur la progression métastatique et l'évolution défavorable du cancer. Et donc, c'est ça vraiment notre thématique de recherche. Un petit mot sur les polluants organiques persistants. Donc, c'est des substances chimiques qui ont une toxicité prouvée, qui sont rejetées dans l'environnement par l'activité humaine, qui ont des caractéristiques de pouvoir être transportées sur de longues distances, donc se déposer loin du lieu d'émission. Ça s'accumule dans le foie, le système nerveux et aussi le tissu adipeux, du fait des propriétés lipophiles de ces composants chimiques. Et ça a aussi la particularité de résister aux dégradations biologiques avec des demi-vies qui peuvent être très longues, jusqu'à plusieurs dizaines d'années. Les exemples, c'est les dioxines qui sont produits par les gaz d'échappement, la fumée de cigarette, les combustions ou les les méthodes de production industrielles. On a aussi les PCB qui sont utilisés dans les isolants ou les équipements électriques. Et il y en a un certain nombre qui ont été interdits maintenant, mais qui sont toujours présents dans l'environnement du fait de leurs propriétés physico-chimiques. Un certain nombre de ces polluants organiques persistants sont des perturbateurs endocriniens prouvés et ont la capacité d'interagir avec le système endocrinien. Un certain nombre aussi ont un impact sur la santé prouvé. Et on a de plus en plus, ce que je vous disais, de liens entre l'exposition à ces facteurs environnementaux et l'incidence du cancer du sein, en sachant qu'il y a toujours des limites dans ces études, parce que c'est très difficile de montrer un lien de cause à effet, étant donné que ça reste une maladie multifactorielle et qu'on est aussi exposé à un grand nombre de polluants chimiques, aussi sur toute une durée de vie. Donc, vraiment, les associations sont difficiles à faire d'un point de vue épidémiologique. Donc, notre hypothèse, c'était est-ce que les expositions aux contaminants environnementaux augmentent l'agressivité et le potentiel métastatique du cancer du sein? Et ça va faire une dizaine d'années maintenant qu'on travaille dessus, en développant plusieurs axes pour essayer d'augmenter le niveau de preuve. Donc, je vais vous présenter les différents résultats. On a d'abord un axe épidémiologique avec une cohorte d'une centaine de patientes opérées à l'hôpital Georges Pompidou, chez qui on a fait des dosages de polluants. On a un axe très expérimental où on a testé d'abord la dioxine comme prototype de polluant. Puis, on s'est intéressé au mélange de polluants avec les extraits de fumée de cigarette. Et puis, on élargit encore un peu le champ avec les additifs alimentaires. Et à chaque fois, on a examiné ça seul ou en mélange. Et puis enfin, on a un dernier axe où on a mis en place, avec une des équipes de recherche du laboratoire, des méthodes bioinformatiques pour développer ce qu'on appelle des AOP. Et il y a une diapo sur ça, donc je passe. Donc, quand j'ai commencé tous ces travaux en 2014, on a commencé par faire une revue de la littérature pour voir qu'est-ce qu'on a dans la littérature. Et on avait 13, donc ça a été publié en 2020, on avait 13 études épidémiologiques, donc ce n'est pas beaucoup, et une cinquantaine d'études expérimentales, principalement in vitro, et quelques études sur le rongeur, qui montraient qu'on avait quand même des arguments en faveur d'un lien entre l'exposition à des produits chimiques de l'environnement et un pronostic plus péjoratif du cancer du sein. Et on a identifié un certain nombre de mécanismes qui revenaient, qui avaient été identifiés dans plusieurs de ces publications, notamment expérimentales, qui étaient la transition épithélio-mésenchymateuse, c'est-à-dire la capacité pour les cellules cancéreuses de se détacher les unes des autres et d'avoir un phénotype mésenchymateux qui est plus propice à la circulation dans la circulation sanguine et donc à aller dans d'autres organes et métastaser. Et aussi, quelque chose auquel on ne s'attendait pas du tout, parce que c'est très peu connu, l'émergence de cellules souches cancéreuses. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans les cancers, on a toujours une petite proportion de cellules souches cancéreuses. Et maintenant, elles sont quand même bien caractérisées. Et cette proportion de cellules cancéreuses, elles sont très reliées au mauvais pronostic dans les cancers en général. Et elles sont associées aussi aux résistances au traitement et à la métastase. Donc ça, c'était dans la revue de la littérature. Dans l'étude clinique chez les patientes, on a dosé 49 polluants dans le tissu adipeux péritumoral. Donc, c'est des patientes qu'on a opérées à l'hôpital Georges Pompidou d'un cancer du sein. Et pendant l'intervention chirurgicale, on a prélevé un peu de tumeur pour pouvoir faire des analyses et également du sang des patientes et du tissu adipeux, donc du gras tout autour de la tumeur. Et les résultats ont montré que dans le sang, on n'avait pas de différence entre les différents groupes qui étaient, j'ai oublié de vous dire, on a comparé les patientes qui avaient une atteinte métastatique au diagnostic au niveau axillaire. Donc, c'est le premier site de localisation métastatique dans
l'évolution naturelle du cancer du sein. Ça va d'abord dans les relais locaux régionaux au niveau des ganglions, puis ça va après dans la circulation. Donc, il n'y avait pas de différence dans le sang. Et par contre, avec nos dosages dans le tissu adipeux, on a montré que pour plusieurs polluants, dont la dioxine, on a vu une association positive entre les concentrations et le risque d'atteinte ganglionnaire et également de la taille tumorale. Donc, les patientes qui avaient des taux de dioxine les plus élevés avaient le plus de risque d'avoir une atteinte métastatique ganglionnaire. Et ce qui était particulièrement intéressant, c'est que c'est des patientes qui avaient un BMI supérieur à 25. Donc, je rappelle que le BMI supérieur à 25, c'est le surpoids, ce n'est pas l'obésité, et c'est 50% quasiment de la population française. Et c'est aussi 50% des patientes diagnostiquées dans le cancer du sein. Et donc, dans cette sous-population, on avait 43 patientes, on avait un risque relatif multiplié par 4,4, et donc quand même significatif. Une sous-population qu'on n'a pas très bien pu étudier parce qu'on n'avait que 10 patients dans la cohorte de 99 patientes, c'est les triples négatifs. Les cancers triples négatifs, c'est des cancers qui ne surexpriment pas à leur surface des récepteurs hormonaux et ni un autre récepteur qui est un HER2, qui est un autre récepteur membranaire. Et ces cancers triples négatifs, vous devez en entendre parler, c'est les cancers les plus agressifs et c'est les cancers qui touchent les patientes le plus souvent les plus jeunes et c'est aussi les cancers qu'on traite le moins bien, même si maintenant avec l'immunothérapie, on a quand même beaucoup quand même amélioré. Et dans tous ces messages, je tiens quand même à dire que la mortalité du cancer du sein, même si l'incidence augmente, est quand même en train de diminuer du fait de toutes ces thérapeutiques qui sont en train de se développer. Donc, la conclusion de notre étude, c'était quand même l'une des premières études cliniques qui montrait un impact de l'exposition environnementale avec le risque métastatique dans le cancer du sein. On avait toutefois une sous-population, une population étudiée qui était limitée, des sous-groupes d'intérêt comme les triples négatifs chez qui on ne pouvait pas conclure, même s'il y avait des tendances statistiques. On a actuellement finalisé des analyses transcriptomiques des tumeurs de façon à essayer de relier des expressions de gènes dans la tumeur à nos taux de polluants pour voir éventuellement qu'est-ce qui pouvait bouger. On a soumis un papier, donc pour l'instant, non, on n'a pas soumis. Pas encore soumis. Pas encore. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même des expressions, notamment de gènes membranaires de transport de chimiothérapie qui sont modifiées. Et donc, ça serait des modifications de transporteurs qui modifient l'effet aussi des différents traitements et donc de la chimiothérapie. Et donc, ça peut aussi aller vers un mauvais pronostic. Au niveau expérimental, on a mis en place, développé un modèle de co-culture cellulaire où on mettait en co-culture à travers un système d'insert qui est présenté là, des cellules cancéreuses de deux types, soit RH+, donc les MCF7, soit MDANB, c'est une lignée triple négative. Et on les a mis en contact indirect avec des cellules adipeuses et on a traité l'ensemble par des polluants. C'était pour modéliser le tissu adipeux, le cancer du sein dans son micro-environnement exposé aux polluants. Et puis, on a regardé tout un tas de choses. Et dans les choses marquantes, c'est qu'on a montré qu'il y avait une activation de la transition épithélio-mésenchymateuse qu'on avait retrouvée dans la revue de la littérature avec, vous le voyez peut-être sur les images, on a le contrôle où on a des cellules qui sont bien jointives, toutes collées. Quand on traite avec le polluant seul, on a des cellules qui se dissocient les unes des autres et qui émettent des lamellipodes. Et quand on a la dernière condition en bas avec l'acoculture, donc mise en contact avec le tissu adipeux, puis traitement par le polluant, on a l'apparition de grosses cellules géantes, polynucléées. On ne sait pas très bien la signification de ces cellules, mais elles sont potentiellement rattachées au stem cell. Et dans tous les cas, elles sont associées, même au diagnostic pour tout cancer du sein. Donc, quand un anapathe regarde sous l'âme, il nous décrit ces grandes cellules parce qu'on sait qu'elles sont associées à un mauvais pronostic et à une agressivité tumorale. Pour ce qui est du caractère cellule souche, on a aussi montré qu'avec l'exposition, donc c'est tout en bas, la co-exposition, on avait une augmentation de la capacité de formation de sphéroïdes qui est fortement associée à cette capacité stem cell. Donc les cellules qui sont stem cell peuvent donner des sphéroïdes. Et donc là, c'était significativement associé dans le traitement de co-exposition à la génération de stem cells. J'ai eu l'occasion de faire une mobilité à l'Université de Boston pendant une année où j'ai développé un modèle de zébrafiche. Donc, on voulait essayer de pousser pour montrer ça aussi in vivo. Et donc, on a injecté des cellules cancéreuses traitées ou pas par le polluant, co-exposées ou pas, et on a suivi ces cellules qui étaient marquées en fluorescence rouge. Donc, là où c'est très rouge en bas, on voit le lieu d'injection.
Et après, on suivait en microscopie le déplacement de ces cellules à travers l'animal. Et on a montré que, d'une part, les poissons zèbres, les embryons de poissons zèbres qui étaient quand on leur greffait des cellules qui étaient pré-traitées par par notre polluant et notre tissu adipeux, en coculture, on avait plus de poissons qui développaient des métastases. Et également, parmi ceux qui développaient des métastases, ils en avaient plus que les autres, et aussi des lésions au niveau du pôle céphalique du poisson, et uniquement dans cette condition. Et donc, ça nous faisait suggérer une potentielle perméabilité, notamment de la barrière hématocéphalique, lorsque les cellules cancéreuses étaient traitées par le polluant et co-exposées. En mélange, on a fait deux choses. On a regardé d'abord dans la cohorte Metapop, que je vous ai présentée, avec des analyses statistiques poussées, est-ce qu'on pouvait avoir des mélanges qui étaient plus propices à une atteinte métastatique. Et donc, on a identifié un mélange avec un fort poids de la dioxine, ce qu'on avait déjà montré de façon individuelle, mais on a quand même réussi à identifier un mélange de polluants plus associé au risque de métastase et à la taille tumorale. Et in vitro, on a travaillé avec des extraits de fumée de cigarettes. Et on a montré également qu'on avait l'apparition de ces grosses cellules, ces cellules qui se détachaient et une transition épithélio-mésenchymateuse. Et de façon extrêmement intéressante, dans ces conditions, également, on a montré une perte de l'expression d'ER. Et donc, l'expression d'ER, c'est le récepteur aux oestrogènes sur la membrane des cellules. Et donc, je vous ai dit, quand on perd l'expression ER, ça veut dire qu'on passe d'un phénotype de cancer ER positif, qui est de meilleur pronostic, à un triple négatif, qui est de moins bon pronostic. Et donc là, ça nous montre vraiment qu'on a une cible thérapeutique potentielle en moins pour pouvoir traiter ces patientes. Vous ne savez peut-être pas, mais l'hormonothérapie, les patientes qui ont un cancer RH+, ont une indication de traitement par hormonothérapie qui dure de 5 à 10 ans maintenant, parce qu'on a montré une efficacité prouvée et une diminution significative du risque de récidive de cancer du sein quand les patientes prennent leur hormonothérapie pour la durée totale préconisée. Et enfin, au niveau bioinformatique, ce qu'on a réussi à faire en utilisant la bioinformatique, c'est d'écrire une chaîne d'événements qui a montré que l'activation de l'AHR, qui est un récepteur xénobiotique, via l'intermédiaire de plusieurs signaux moléculaires, était responsable, avec les données de la littérature disponible, en tout cas était associé à la mortalité par cancer du sein. Et donc, cet article qui a été publié en 2022, on est en train d'essayer de faire valider cette AOP au niveau de l'OCDE, de façon à ce qu'après, ça puisse être utilisé à des fins régulatoires lors de la mise sur le marché de certains produits chimiques. Et donc, en conclusion, on a quand même une recherche qui est assez émergente sur ces questions-là, même s'il y a d'autres équipes qui commencent à s'y intéresser. On a une accumulation de preuves tirées de la littérature, de nos expérimentations, que ce soit au niveau bioinformatique, au niveau in vivo, in vitro, qui vont quand même toutes dans le même sens, en faveur d'une agressivité tumorale lors de l'exposition à certains polluants chimiques ou contaminants chimiques. On a bien sûr la nécessité de poursuivre la recherche, notamment avec des cohortes de patients beaucoup plus larges. On y travaille. Et puis, essayer de mieux comprendre les mécanismes sous-jacents pour identifier potentiellement des récepteurs ou des facteurs qui sont modulés par les polluants et sur lesquels on pourrait potentiellement agir. Et donc, le projet continue. Donc, tout ça, vous le voyez, en fait, en fait, ça soulève tout un tas de questions, évidemment, sur une pathologie particulière. Mais maintenant, si on prend encore plus de recul et qu'on s'intéresse à d'autres pathologies féminines, puis globalement à toutes les pathologies, on est face à de très nombreux défis au niveau recherche en santé environnementale. Défis au niveau clinique, défis au niveau expérimental, défis au niveau réglementaire. On pourra reparler de la réglementation, je pense, au cours de la discussion, parce que là aussi, il y a des considérations de genre potentielles qui peuvent être soulevées. Quels sont les défis en question? Premièrement, mesurer la qualité de l'exposition. Il y a beaucoup d'incertitudes. Souvent, lorsqu'on fait des estimations d'exposition à des pesticides dans des populations agricoles, on procède par des questionnaires. Parfois, on est confronté à des personnes qui ont des maladies neurodégénératives type Alzheimer, qui évidemment ne se souviennent pas de ce qu'elles ont utilisé.
Donc, il faut améliorer la qualité de l'exploration de l'exposition. Il faut évidemment beaucoup plus travailler sur les mélanges. C'est ce qu'on a fait avec la fumée de cigarette, puisque on est parti, entre guillemets, d'une étude clinique démontrant le lien notamment de la dioxine de Céveso, la TCDD, avec le cancer du sein. On l'a utilisé expérimentalement. Ce sont les données que Myriam vous a montrées avec le zébrafiche et les cellules. Mais après, on a étendu le propos en disant, est-ce que la fumée de cigarette pourrait reproduire ces effets, pour une raison simple, c'est que ce fameux récepteur AHR qu'a montré Myriam dans l'AOP, c'est un récepteur de dioxine, mais aussi de polluants qu'on trouve dans la fumée de cigarette. C'est pour ça qu'on a étudié ce mélange. Bon, les mélanges, ils peuvent avoir des effets additifs, synergiques, antagonistes. On le sait tous, quand on prend des médicaments, j'espère que personne n'en prend autour de la table. Enfin, ce n'est pas parce qu'il ne faut pas en prendre, mais voilà, personne n'est malade. Il y a des préconisations qui sont, en gros, ne prenez pas le médicament A avec le médicament B parce que B peut avoir une influence sur A, etc. C'est exactement pareil pour les polluants. Il faut considérer les polluants comme des xénobiotiques, molécules étrangères à l'organisme, comme les médicaments le sont aussi. Alors évidemment, quand on est exposé à des polluants, évidemment, ça peut changer au cours de notre vie. Voilà, si on habite 20 ans en région parisienne, puis 20 ans à la campagne, ensuite, c'est plus les mêmes expositions. Le temps, la réitération, la persistance des substances, leurs effets différés peuvent avoir évidemment un effet sur l'apparition pathologique. La dose joue un rôle important. Alors la dose, souvent, on la considère comme faisant le poison. On sait que quand on prend du paracétamol, qui est un des médicaments les plus consommés en France, qui fait l'objet de nombreuses discussions actuellement, ce paracétamol, il ne faut pas dépasser une certaine dose, sinon il y a les effets hépatiques évidents, d'autant plus si on prend de l'alcool, un effet mélange. Mais pour certains polluants, de manière très contre-intuitive, certains d'entre eux agissent à plus basse dose qu'à dose moyenne ou à haute dose. On pourra revenir sur ces mécanismes qui ne sont pas nécessairement instinctifs, mais qu'on peut expliquer de manière assez simple, en fait. Et puis, la pertinence des modèles expérimentaux, alors là, ça se positionne typiquement dans les questionnements sur la réglementation européenne, qui pourtant est protectrice, mais qui quand même, aujourd'hui, utilise des modèles qui sont parfois remis en cause. On sait que, par exemple, les modèles rongeurs ne sont pas nécessairement les meilleurs modèles pour étudier la cancérogénèse. C'est aussi pour ça que Myriam avait utilisé le poisson zèbre aux États-Unis. Et puis ensuite, chacun d'entre nous, et chacun et chacune d'entre nous, avons des vulnérabilités différentes. Certaines personnes, en fumant, développeront des pathologies pulmonaires au bout de 5 ans. D'autres n'en développeront jamais. Il y a des vulnérabilités individuelles qui, évidemment, font que notre sensibilité au polluant, elle varie grandement d'une personne à une autre. Alors, tout ça nous amène à un concept qui est le concept d'exposome, qui a été développé par Chris Wild, épidémiologiste et directeur du Centre international de recherche sur le cancer, qui, dans une revue qui a été très peu lue au début, qu'il a eu beaucoup de mal à publier, a suggéré qu'il fallait regrouper au sein d'un seul concept toutes nos expositions environnementales, et ce, tout au long de notre vie, c'est-à-dire de la conception jusqu'à notre mort, avec une influence de ces expositions sur le développement de certaines pathologies. Alors, de quoi parle-t-on lorsqu'on parle d'exposome? On va parler de stresseurs physiques, les ultraviolets, la température, de stresseurs chimiques, les polluants, on vient d'en parler, mais aussi les médicaments, mais aussi notre alimentation qui contient tout un tas de molécules chimiques naturelles, mais pas nécessairement sympathiques. Et d'autres le sont, évidemment. Biologiques, ou dont on va dire le potentiel toxique varie ou bénéfique varie en fonction de la dose. La vitamine C, les vitamines, typiquement, une surdose de vitamines, ça peut être très mauvais en termes de chimiothérapie, si on l'associe à la chimiothérapie. Biologique, les virus, les bactéries, etc. Et certaines bactéries sont très positives, il faut le rappeler. Et puis psychosociales. Et tout ça, évidemment, ces stresseurs, on va les trouver dans des sources variées, dans des localisations variées, au cours de périodes variées, avec des voies d'exposition qui peuvent varier. Le benzoapyrène, dont on a un peu parlé, qui est présent dans la fumée de cigarette, on le trouve aussi dans le saumon fumé, par exemple. Mais la voie alimentaire n'est pas la même. Quand on cuisine, on développe aussi des hydrocarbures, voilà, et qui peuvent se trouver typiquement dans une fumée de cigarette ou dans un pot d'échappement de voiture. En tout cas, dans le gaz d'échappement, pas dans tout ça va avoir une influence sur, évidemment, la distribution tissulaire. On a parlé des POP. Voilà, il y a une nouvelle
catégorie de POF qui est émergente, qui est les PFAS, dont vous avez sûrement entendu parler, puisqu'on en parle beaucoup avec les poêles en téflon, on en a beaucoup parlé dans l'eau du robinet, encore plus récemment. Ces nouveaux polluants, ils ont une caractéristique, ces PFAS, contrairement aux dioxines et autres, c'est qu'ils ont plutôt une affinité pour les protéines. Donc la distribution ne va pas nécessairement être la même en fonction du type de polluant. Puis après, les cibles varient. Évidemment, un œstrogénomimétique va aller cibler les organes qui expriment des récepteurs aux oestrogènes ou pas, puisque parfois certains organes peuvent perdre l'expression de ces récepteurs. Donc, lorsque on parle du concept d'exposome, on parle d'énormément d'items qui le composent, et tant du point de vue de la dimensionnalité, voilà, on va dire catégorielle, que de la temporalité. Évidemment, aussi, dans ce concept, il faut considérer qu'il y a possiblement la possibilité de l'étendre aux écosystèmes. Et donc, c'est la notion d'éco-exposome qui peut englober du coup tout un tas voilà, de facteurs à étudier dans son concept, la biodiversité, les transformations écologiques. Je prends un exemple. Certains pesticides, évidemment, vous le savez, modifient les populations de pollinisateurs. Et ces populations de pollinisateurs sont affectées par un exposome particulier qui va avoir au niveau des populations, ensuite humaines, potentiellement un retentissement, puisque la baisse de rendement agricole peut avoir une incidence en termes de malnutrition. Tout ça, évidemment, a aussi une influence économique. C'est pour ça qu'il ne faut pas séparer économie et écologie, comme on le fait parfois trop souvent. Donc, dans ce concept d'exposome, on va évidemment avoir des populations qui sont exposées, qu'elles soient humaines ou non humaines, des modes d'exposition qui vont donc varier, et on va typiquement avoir ce qu'on appelle, si on prend deux catégories, des expositions environnementales, les contaminations par l'air, par l'eau, l'alimentation. C'est la population en général, ce sont les populations des zones riveraines, par exemple, lorsqu'on parle des pesticides. Et quand on parle de pesticides, on oublie parfois que voilà, on peut aussi être exposé à la maison, ce qui signifie que parfois certains items qu'on catégorise pesticides comme étant associés au milieu agricole, en fait, dans cette salle, on en a aussi probablement. On en détecte. Je vous prends un exemple, la permétrine, qui est un pyrétrinoïde très utilisé. On le détecte dans quasiment 100% des salles d'école voilà, qu'on teste. Pour une raison simple, c'est qu'on utilise des pesticides à la maison, comme on en utilise aussi dans des zones de classe, pour traiter les antipuces, etc., insecticides. Il faut distinguer ces expositions environnementales des expositions professionnelles qui peuvent être à beaucoup plus haute dose sur des longues périodes. Voilà. Si on prend le cas de l'agriculture, ça peut survenir pour des populations qui vont être agricoles de manière transitoire ou permanente. Ceux qui vont faire les épandages, ceux qui vont aussi faire la cueillette. On parle des vendanges, on parlait des vendanges il y a encore quelques mois. Les populations qui réalisent des cueillettes dans les champs sont potentiellement exposées. Les voies d'exposition, du coup, peuvent varier grandement. Et donc, du coup, dans le concept d'exposome, quel que soit le type de population, toujours avoir en tête quel type de mélange, quelle dose, la nature, du polluant, des polluants, la durée et le niveau d'exposition. Et puis ensuite, évidemment, la vulnérabilité et les périodes sensibles. Donc, voilà, ce qui est intéressant, c'est que l'Académie nationale de médecine, depuis quelque temps, considère que l'exposome, voilà, sa caractérisation et la caractérisation des mécanismes doit jouer un rôle majeur dans la prévention des pathologies, et ce qui a aussi un enjeu sanitaire, sociétal et économique. Robert Barouki a été très, très associé à ces travaux, et c'est quelqu'un qui a grandement contribué au développement des travaux qu'on a menés avec Myriam au laboratoire. C'était le directeur du laboratoire jusqu'à encore mars dernier. Évidemment, il y a des notes d'espoir par rapport à ça, parce que quand je vous dis tout ça, c'est un peu déprimant. C'est le fait que de plus en plus, on arrive à améliorer certains versants de la caractérisation de l'exposome. Donc, je vous ai parlé des protocoles, je vous ai parlé aussi de la caractérisation des expositions. Et pour ça, la technologie nous aide de mieux en mieux avec l'utilisation de satellites, de détecteurs qui peuvent être généraux, les détecteurs de pollution atmosphérique, ou des capteurs individuels qu'on porte sur nous, dont d'ailleurs certaines parfois montres connectées qui ne détectent pas nécessairement des polluants, mais au minimum des variations de notre pression de saturation en oxygène. Et puis, une fois qu'on a par exemple fait des prélèvements biologiques, eh bien, on essaie de plus en plus d'avoir des approches sans a priori et très générales, notamment au travers des technologies iomiques, pour caractériser des perturbations métaboliques
tu regardes Arnaud et Jules qui travaillent sur ces données-là et qui font partie du laboratoire, avec évidemment un soutien statistique qui doit être très très important dans ce domaine, parce que voilà, quelqu'un qui maîtrise des modèles cellulaires à la l'APS n'est pas nécessairement quelqu'un qui maîtrise parfaitement les modèles statistiques. Louise Benoît, qui a développé l'AOP, était pour ça une des reines du laboratoire dans cette modélisation. C'est aussi une bonne manière de lui rendre hommage. Je te laisse la main là ou... Oui. Voilà. Quelles sont les implications de cet exposome? Potentiellement des implications en termes de santé publique, au niveau de la réglementation, on pourra en reparler. Il y a aussi le développement des centres de pathologie professionnelle environnementale, donc notamment les centres antipoison, qui ont quand même une action, en sachant qu'ils ont forcément des moyens limités, on va dire, pour pouvoir proposer à la population générale des évaluations de risque, mais pour des populations qui sont très ciblées. Par exemple, il y a le centre Protoxif à Fernand-Vidal qui voit les patients qui ont des emplois à risque en début de grossesse ou qui sont dans des parcours d'infertilité chez qui il y a potentiellement des causes environnementales. Et là, ils arrivent à faire des évaluations un peu plus poussées. Ce qui est important, c'est que ça permet aussi d'ouvrir vers la société. On a beaucoup parlé toutes ces dernières années des 1000 premiers jours, et donc il y a maintenant un site internet sur les 1000 premiers jours. C'est vrai que tous les gens qui travaillent dans la petite enfance connaissent le site des 1000 premiers jours et les précautions à prendre. C'est en train aussi de rentrer dans les crèches, de rentrer dans les écoles, donc les gens sont quand même un peu plus alertes sur toutes ces questions. C'est important pour les messages de prévention qu'on va pouvoir délivrer et on va aussi vers une prévention de précision pour les différents patients, notamment dans l'asthme, le diabète. Quand on sait qu'il y a une cause environnementale, il faut pouvoir proposer quelque chose de particulier. Et j'ai repris ce que Robert nous disait, prévention de précision. Il y a quand même une définition de la NIH qui dit que c'est une approche émergente pour le traitement et la prévention des maladies et que ça doit prendre en compte la vulnérabilité génétique, mais aussi environnementale et le mode de vie pour chaque personne. Donc ça, c'est vraiment des concepts qui sont un peu récents. Et donc, en faisant ce que propose le rapport de l'Académie qu'on vous a montré, c'est vraiment de construire et de soutenir des infrastructures durables, que ce soit analytiques, numériques, de cohorte, d'intégrer les changements globaux dans le concept d'exposome, donc l'évolution des expositions, des vulnérabilités qui sont liées à la crise climatique, à la pollution globale, à la perte de biodiversité, tout ça, finalement, il y a beaucoup d'interactions. Mieux intégrer les données environnementales et les données de santé, en sachant que c'est un peu compliqué de faire des bases de données. Donc, c'est ce qu'il faudrait faire avec les problèmes réglementaires aussi. Mais ce qu'on voudrait, c'est vraiment avoir beaucoup de data sur beaucoup de patients, avec beaucoup de données environnementales pour pouvoir mouliner tout ça et rechercher des associations. Et ce que je pense dans les objectifs, c'est qu'il faut vraiment s'ouvrir vers la médecine clinique de façon à pouvoir faire rentrer toutes ces questions de santé environnementale directement à l'hôpital et donc auprès des soignants. Il y a dans leur formation, tout à fait, ça c'est une question. Et puis aussi de savoir, est-ce que de préconiser des choses, des conseils de prévention, est-ce que ça sert à quelque chose? Et là, je me suis rendu compte que dans la recherche interventionnelle en santé environnementale, il n'y avait pas beaucoup de données. J'ai un exemple d'article, par exemple, dans la population infertile, hommes et femmes, où dans cette revue, ils ont repris 38 études où ils proposaient aux patients de rentrer dans des différents process où il y avait des interventions. Donc, c'était soit des messages de prévention, soit des vidéos, soit des ateliers. Soit il y en a une qui est intéressante où c'était proposé, alors c'est pas dans l'infertilité, mais proposé du jardinage. Et d'être au contact ouvert. Donc, ils ont vraiment distribué à différents groupes de patients ou pas, c'était dans la maladie de Crohn, des kits de jardinage pour pouvoir être au contact avec la terre. Et ils ont montré au niveau, c'est là que c'est très intéressant, ils ont montré, il y a peu d'études comme ça, et je pense que c'est ce qu'il faut développer, ils ont montré que les patients atteints de maladie de Crohn, on faisait un bilan d'inflammation, donc de dosage de différentes interleukines avant ou après cette activité qui devait être hebdomadaire de jardinage avec le kit qu'on leur avait donné. Et finalement, ces biomarqueurs d'inflammation étaient moins importants chez les patients qui avaient été en contact avec cette intervention. C'est pour ça qu'on t'a offert une plante pour ton avis. Exactement. Donc voilà, et toutes ces interventions, finalement, est-ce que nos messages de prévention, est-ce que d'éduquer et d'approprier avec
une autre question qui se pose, c'est le niveau de littératie de chaque patient et de chaque soignant. Parce qu'on n'a pas tous la même compréhension des différents mécanismes. Mais est-ce que ça sert à quelque chose ou pas? Et pour l'instant, le niveau de preuve, il est assez faible sur les différentes recommandations. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il n'existe pas vraiment de recommandations pour diminuer ces expositions. Parce que ça n'a pas été évalué. Et je pense que c'est quand même un levier important, parce que quand on arrive à prouver aux différents interlocuteurs qu'en faisant telle ou telle intervention, ça marche. Là, par exemple, dans cette revue, il y avait une étude intéressante où ils ont dosé des phtalates urinaires. Alors, les phtalates, c'est un polluant qui n'est pas persistant, mais qui est très lié au mode de vie, notamment à l'alimentation, mais aussi aux différents produits d'hygiène utilisés. Donc là, c'était dans des populations infertiles. On leur a donné tout un tas de supports de communication. Ils ont eu des kits bio d'utilisation de crème, etc., chez les patientes infertiles. Et dans les dosages 3 mois après le milieu urinaire, on voyait des nettes diminutions significatives des taux de phtalates. Donc, on peut se dire que ce perturbateur endocrinien qui est pas persistant, c'est quand même le reflet des autres polluants persistants qu'on a et qui sont plus difficiles à doser. Il y a toujours des bémols parce que c'est très variable, notamment dans les urines, et que ça a des vie très, très courtes, mais ça a quand même le mérite d'exister. C'est-à-dire que quand on propose une éducation aux patients et qu'on leur donne des conseils et qu'on les accompagne vers cette diminution de ces expositions, ben, on a quand même des effets prouvés au niveau biologique qui peuvent suggérer des effets positifs sur la santé plus tard. On a mis en place, pour pouvoir rentrer cette question de santé environnementale à l'hôpital, le labo des intrapreneurs. Donc, le labo des intrapreneurs soignants, on accompagne en lien avec le laboratoire du CNAM, notamment sur toutes ces questions de littératie en santé, des soignants qui veulent mettre en œuvre des actions dans leur service. Et je vous montre juste un exemple d'une affiche qui a été développée et qui est actuellement disponible dans beaucoup de services de gynécologie à Paris et ailleurs, qui répondait clairement aux questions des patientes, pourquoi moi et pourquoi et qu'est-ce que je dois faire pour limiter maintenant que j'ai mon cancer pour pas que ça revienne, etc. C'est un peu compliqué de leur dire, bah, continuez de vivre comme il faut, en sachant qu'on a quand même toutes ces données qui s'accumulent. Et donc, on a mis en place cette petite affiche qui sont reliées à des vidéos très courtes qui durent moins d'1 minute et qui proposent aux patients des choses assez simples, mais pour beaucoup qu'ils ne savaient pas, comme chauffer le plastique au micro-ondes, éviter des produits d'hygiène multiples et on a proposé d'autres. Voilà, aérer, le nettoyage. Et on a fait une petite évaluation sur ça et les patients, globalement, nous disent 50% des messages, je ne les connaissais pas et c'est des choses que je vais essayer d'appliquer au quotidien. Il y a aussi plusieurs MOOC qui sont disponibles pour les soignants. Il y a des webinaires en santé environnementale qu'on développe. Et puis, on travaille avec l'EHESP à la PHP et on a mis en place une DPC qui a formé 40 soignants de la PHP l'année dernière, 33 qui sont inscrits cette année et la session qui est sur 1 mois est actuellement en cours. Donc voilà, il y a quand même une volonté des soignants de se former. On est très nombreux et puis il y a beaucoup de corps de métiers différents, mais ça rentre tout doucement dans les facultés de médecine, dans les facultés de santé, dans les IFSI et dans les facultés de sage-femme. Les sages-femmes sont assez sensibilisées et développent un certain nombre de choses, mais voilà, il y a encore pas mal de choses à faire. Donc ça, c'était sur la recherche action santé et je m'arrête là. Action en santé environnementale. Ah oui, c'est à moi. Non, c'est fini. On a fini. Oui, c'est ça. Il me semblait bien. Moi, je continue. Sinon, après... Non. On a terminé. On a terminé. Merci à tous. On a pour des questions spécifiques à Myriam Levé, parce qu'à la fin, on va avoir des discussions. Mais si vous voulez faire des questions plus spécifiques maintenant, je pense que c'est le moment. J'en aurais peut-être 2 spécifiques. D'abord, merci beaucoup, c'était passionnant. Moi, je ne suis pas du tout dans le secteur de la santé, donc je découvre, mais c'est extrêmement intéressant. Je me demandais si parmi... Peut-être si chacun peut... Moi, je te Pardon, connais. dire qui on est, pardon. Oui, qui on est et ce qu'on fait. Comme Ce ça qu'on permet fait, de mieux aussi répondre pour nous. Voilà. Et Euh, toi, moi, je te connais. Bien mais sûr, voilà. non, mais tu as tout à fait raison. Isabelle Hillenkamp, je suis chercheuse à l'IRD, Institut de recherche pour le développement. Je suis socio-économiste. Je travaille sur le genre, surtout, c'est pour ça que je suis là, mais pas du tout sur la santé. Il y a beaucoup de pesticides. Et oui, je m'intéresse, voilà, je ne vais pas être trop longue, mais effectivement, je pourrais peut-être dans la discussion en redire un mot, mais à partir de recherches de terrain au Brésil, on est, nous, en amont de l'application des pesticides et notamment de la manière genrée dont ces pesticides sont introduits dans l'agriculture familiale.
Mais pour les questions de détail, en fait, parmi les POP, donc les polluants organiques persistants, justement, il n'y a pas les pesticides dans ceux que vous avez examinés dans vos recherches sur le cancer du sein. Il n'y avait pas de pesticides. Il n'y avait pas de pesticides dans mon... Alors, on avait évidemment, il y a des pesticides qui l'ont été, Ouais. notamment les organochlorés, dont le DDT, etc. Ouais. On avait dans l'étude des PBDE, on avait des dioxines, des PCB. On devait avoir quand même l'HCB qui peut être utilisé comme pesticide, mais on n'avait pas une majorité de pesticides. Non, Dans la rue de la il y en a littérature, il y avait le DDT et le DDE. Dans la rue de la littérature, il y en Voilà. avait. Dans nos 49 dosés, il n'y en avait pas. Mais c'est un enjeu, c'est évident que c'est un enjeu. Et en plus, le DDT, ce qui est aussi intéressant par rapport au cancer du sein, c'est qu'on l'associe en cas d'exposition maternelle à l'incidence d'apparition du cancer du sein chez les filles, donc lors de la génération suivante. Ce qui évoque des effets qui sont générationnels, en fait. Donc, il y a une étude épidémiologique qui démontre ça. Je vais faire des réponses courtes. Non, c'est sûr. Non, c'est-à-dire que ça existe et c'est juste que comme c'était déjà établi, vous n'avez pas forcément eu besoin de le rechercher, si je crois. Non, alors après, on peut évidemment parler de la chlordécone aussi Ouais, aux ouais. Antilles. En tout cas, les Je deux sais qu'il y a pour la- Malcolm qui est présent. Là, j'ai vu Ferdinand. Voilà, il y a eu des pesticides très persistants et qui le sont toujours, qui sont toujours détectés et toujours d'enjeux de santé publique actuels, de manière évidente. Sur le versant recherche-action, du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus de ces activités de jardinage, de contact avec la terre? Enfin, qu'est-ce qu'on présume qui a pu faire diminuer les marqueurs, comme vous l'avez dit? Il n'y a pas d'explication Ah, biologique ouais. dans l'article. D'accord. Xavier, tu as des j'ai pistes des de réponse. Ouais. Probablement des influences sur le microbiote. Ouais, C'est-à-dire c'est que ça. le fait d'être au contact avec la terre, ça, déjà, il y a une diversité moléculaire qui, voilà, qui ne nous est pas commune, mais si on se positionne quand même comme des sapiens, je n'ai pas dit homo sapiens, historiquement, on n'était pas au contact du béton ou des moquettes. On était au contact, voilà, donc on a évolué dans un environnement qui était un environnement terrestre, au sens la Terre, etc. Donc il n'est pas impossible que cette interaction avec le microbiome des sols historiques, des microbiomes de l'eau, voilà, influençait d'une certaine manière notre microbiote cutané, par exemple. Donc, du coup, il y a de fortes chances que son retour à la Terre et le contact avec la Terre influence grandement la manière dont nos microbiotes se composent, se diversifient aussi, et du coup, et des influences, par exemple, anti-inflammatoires qui restent encore à prouver d'un point de vue de la causalité. Mais la diversification du microbiote, que ce soit intestinal ou tout autre type de microbiote, c'est un vrai enjeu pour la limitation de l'inflammation. Ça, c'est relativement prouvé dans des études sur Crohn. Il y a une question. Il y a une question. C'est moi. Je suis Zoé Vaillant, merci beaucoup pour cette présentation que je découvre un peu tout. Je suis géographe de la santé à l'Université Paris-Nanterre et je travaille sur les inégalités sociales et territoriales de santé. Est-ce que vous pouvez repréciser, parce que je ne suis pas sûre d'avoir bien saisi, parce que ça allait très vite, il y avait plein de choses. Le lien présumé entre l'exposition au gaz des carburants concerne, entre autres, hein, mais est-ce que ça ne concerne que les cancers du sein dits métastatiques ou est-ce que c'est l'ensemble tous les liens que vous avez présentés là? Est-ce qu'ils concernent que les cancers vraiment qui occasionnent un décès alors que ça aurait peut-être pas dû ou l'ensemble des cancers du sein? J'ai pas bien saisi ça. Nos travaux se sont intéressés vraiment à la progression métastatique. Ce que je vous ai présenté là, c'est en lien avec la progression métastatique. Mais par exemple, il y a une grande étude française publiée par Lyon qui a montré une association entre l'exposition aux particules fines 2.5 et l'incidence du cancer du sein. Et là, ils ont utilisé des techniques assez avancées où ils ont retracé les lieux géographiques, vie entière des patientes en reprenant toutes leurs adresses et en interrogeant les bases de données géographiques pour savoir quelles étaient les pollutions de l'air à tel moment et à tel endroit. Et ils ont montré qu'il y avait une association positive entre l'exposition aux particules 2.5 et l'incidence du cancer du sein.
C'est l'étude Ah là, Xener. je suis curieuse de trouver ça. Ils ont la Xener. mesure des particules sur tous les lieux en question de ces femmes sur des années. Ouais, Ah là, je suis sciée. ils ont repris leur adresse d'habitation, Ouais, ouais. potentiellement des données manquantes, mais vous pouvez regarder sur Internet. C'est l'étude Xener. Il y a plusieurs webinaires où ils ont rendu leurs résultats publics et c'est publié depuis au moins 2 ans maintenant. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aérer son logement, hein. Parce qu'en fait, la pollution de l'air intérieur, c'est 7 fois plus fort que la pollution de l'air extérieur. Donc, voilà. Petite. Voilà. Pas moi qui dis, c'est l'ADEME, hein. Les particules fines, c'est un vrai enjeu de santé publique, hein. C'est le premier facteur de risque environnemental sur les maladies neurodégénératives type Alzheimer. Donc, et tout ça en lien probablement avec des phénomènes inflammatoires. Donc, et PM2.5 notamment. Merci. Oui.